Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienvenue dans cette visioconférence que nous opérons depuis une salle GEM iFlex et dans le respect des consignes sanitaires. Cette conférence est enregistrée. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Dans une première partie, Loïc Roche, Anne-Laure Oudinot, Sylvie Blanco, Jean-Philippe Renard, Jean-François Fiorina et François Leccia vous présenteront la stratégie GEM 2025. Puis, nous aurons une vingtaine de minutes pour échanger et répondre aux questions. Pour m'accompagner, à la technique, Éline Graille, et à la modération du chat et des questions, Karine Jacquet-Vaillant. Le premier intervenant sera Loïc Roche. Loïc, à toi. Bonjour. Alors nous sommes toujours extrêmement heureux de parler aux diplômés et diplômés, même si le féminin ne s'entend pas dans la phrase, bien évidemment, les femmes et les hommes diplômés et diplômés de GEM. Heureux parce que c'est vous, parce qu'on vous a connus, et puis également heureux parce que, on le dit, on le répète, ce qui fait la marque d'une école, ce sont les anciens. Et les anciens avant tout, là encore en sens positif, et plutôt parler de diplômés plutôt que d'anciens. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la stratégie 2025, et vous l'avez là. La stratégie, c'est être connu comme une des écoles dans le monde les plus innovantes, ou plutôt ça c'est, on va dire, la vision, et avoir initié un nouveau standard international de business school. Ça, c'est véritablement ce que nous aimerions devenir. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce qui a précédé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a élaboré effectivement cette stratégie. Et puis les chiffres clés en 2025, ben voilà ce que pourrait être GEM, ce que devrait être GEM. Et puis ensuite, très très important, resituer la stratégie dans une trajectoire, dans une cohérence. Depuis la création de Grenoble École de Management, on ira assez vite, c'est 1984 et vous le savez bien. Pourquoi ? Parce que les choses ne se sont pas faites comme cela, ce n'est pas une posture que nous adoptons aujourd'hui, effectivement c'est à la fois une évolution et ça s'ancre, on va dire, dans des fondamentaux. Et j'en parle de façon toujours extrêmement facile parce que je n'y étais pas. Et donc c'est très facile de dire du bien des personnes qui nous ont précédés par rapport à cela. Voilà un petit peu comment on situe les choses et puis après on va arriver aux 4 projets fondateurs et fondements de la stratégie 2025. Et là, nous aurons effectivement les porteurs de projets. Dans l'ordre, ce sera Anne-Laure Oudinot, puis Sylvie Blanco, ce sera Jean-Philippe Renard et puis Jean-François Fiorina. Et puis, en tant que directeur de la DRE, c'est François Leccia. Premier slide, donc, c'est comment est-ce que nous avons élaboré en quelque sorte cette stratégie. Alors, c'est un travail qui a été fait en commun et il y a eu un coup d'envoi. C'est il y a à peu près 2 ans, c'est un séminaire stratégique qui a rassemblé l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs. On avait également travaillé en amont, pendant et après avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des parties prenantes. Au premier rang, encore une fois, vous. Puis naturellement, les étudiantes et les étudiants, naturellement les partenaires, naturellement notre actionnaire, qui est la CCI de Grenoble. On a pris en compte, bien évidemment, ce que j'appelle moi le principe de réalité qui s'ancre sur les grands enseignements de la crise sanitaire. Ce n'est pas par hasard que toutes les écoles ont décalé à peu près la présentation de leur plan stratégique pour justement prendre en considération cette année un petit peu exceptionnelle d'expérience, même si on sait que malheureusement, cet exceptionnel pourrait devenir effectivement ordinaire, d'où l'importance encore de, on va dire, en retirer un certain nombre d'enseignements. Les grandes ruptures du monde, et puis les modèles émergents, les nouveaux besoins des étudiantes et des étudiants, des entreprises naturellement, la révolution du monde de l'éducation, la volonté de donner du sens en tant qu'école, ça c'est quelque chose qu'effectivement nous portons, mais pas seulement pour, on va dire, les parties prenantes internes, mais aussi et naturellement pour l'extérieur, au premier rang desquels les entreprises. Slide suivant, donc, c'est en 2025, quelques chiffres, quelques repères. 3 campus
Alors, vous allez dire, on les a déjà, les campus en France. Il y en a deux, effectivement, qui sont sur Grenoble. Grenoble CEMAR, que vous connaissez effectivement parfaitement. Il y a effectivement GEM Labs, un certain nombre d'entre vous sans doute connaissent, et puis les autres, nous vous invitons à venir. Et puis, il y a le campus de Paris. Mais le campus de Paris, il va évoluer, puisqu'en 2023, effectivement, nous aurons encore un nouveau campus sur Paris. Et puis, ce sera présenté tout à l'heure dans les projets. C'est Jean-Philippe Renard qui dirige ce projet-là. C'est le campus virtuel, donc par définition, a une ambition, on va dire, tout à fait mondiale. 10 destinations fortes pour le parcours transcontinental. Jean-François rappellera ce qu'est le parcours transcontinental, en quoi il fait particularité et spécificité de ce qu'on peut proposer aux étudiants. En nombre d'anciens, oui, vous ne serez pas tout seul, tant mieux. C'est une grande famille, 60 000 anciens à peu près à l'horizon 2025. Une alliance stratégique majeure, ça c'est Sylvie qui va nous en reparler, avec 10 partenaires d'écosystèmes qui nous ressemblent. Vous savez qu'il y a un écosystème tout à fait particulier sur Grenoble, et 10 dans le monde, ce serait effectivement quelque chose d'extrêmement important pour remettre cette thématique du MTI tout à fait au centre de nos préoccupations. Nombre d'étudiantes et d'étudiants par année, c'est à peu près 10 000. Alors vous allez dire c'est beaucoup, oui, mais déjà cette année on en a à peu près 6 000 en formation initiale et puis 2 000, 2 500 qui viennent de la formation continue. Avec des spécificités, on veut vraiment donner une coloration. Et au-delà du MTI dont on reparlera, c'est 100% qui ont un parcours international géopolitique et responsable et 100% une formation aux grandes transitions technologiques, écologiques et sociales. Et enfin, 30% de boursières et de boursiers. Aujourd'hui, Jean-François vous donnera les chiffres mieux que moi, on doit être à peu près à 20%. On a encore des progrès à faire par rapport, on va dire, à tout ce qui est de l'ordre pour cette partie-là, parce qu'il y en a d'autres qui constituent ce qu'on appelle plus communément la diversité. Deuxième slide, GEM en 2025, c'est quoi? Alors, il y a toujours un petit décalage entre le temps où ça arrive. Alors, ce sont 5 chaires de recherche, on pourrait là aussi y revenir, mais complètement effectivement dédiées par rapport à nos préoccupations, que ce soit par la santé, les énergies renouvelables ou autres. 4 grands leviers de croissance, puisqu'effectivement, il y a une ambition, donc effectivement, il faut de la croissance, il va falloir des financements, principalement le campus de Paris, tout ce qui est l'executive education. GEM Digital Twin, ça c'est le projet que porte ce fameux campus mondial virtuel que porte Jean-Philippe, et puis naturellement l'international. Top 25 en Europe, alors on n'a pas mis en France. Et c'est pas du tout à dessein et par esthétisme, c'est simplement qu'on a toujours considéré que la vraie compétition, c'est la compétition internationale. Pourquoi? Parce que nous œuvrons à quelque chose de plus grand et qui nous dépasse, qui est la compétitivité de la France sur l'enseignement supérieur. Donc voilà ce qui nous importe. En même temps, il y a un principe de réalité, qui est la compétition, on va dire, nationale. Et si on peut intégrer ou réintégrer, parce que parfois on glisse un petit peu le top 6 en France, et bien c'est à peu près ce qu'on vise pour qu'on puisse partager avec vous et, on va dire, parler d'une même monnaie commune. Le budget, 88 millions, c'est-à-dire un peu plus que 30-35% d'augmentation par rapport à là où nous sommes aujourd'hui. L'entreprise, c'est quoi? Ce sont 200 enseignants chercheurs, une capacité d'autofinancement hors immobilier qui devrait être aux alentours de 5 millions d'euros d'ici 2025, c'est-à-dire effectivement une capacité à continuer. Et puis 30 entreprises majeures. Alors pourquoi on a mis ça? Parce qu'aujourd'hui, partenaires, parce qu'aujourd'hui on a énormément de partenariats, mais on aimerait également cibler, avoir un lien un peu plus fort avec 30 entreprises, 30 partenaires majeurs. Et puis, tout ça, ça a un coût. Ce sont 32 millions d'euros qui vont devoir être injectés pour effectivement financer tous ces investissements. Alors, lorsqu'on parle de stratégie, il ne faut pas s'y tromper. Dans les écoles, c'est relativement nouveau. C'est venu par les accréditations, en fait, cette histoire. Avant, il y avait une stratégie, naturellement, mais elle n'était pas forcément expliquée, elle n'était pas forcément rendue publique. Et puis, les accréditations nous ont obligés, effectivement, à les écrire. Et aux alentours des années 2010, pas avant, les accréditations, c'est tout nouveau, c'est début des années 2000, en fait. Et à ce moment-là, les écoles ont commencé, effectivement, à écrire leur stratégie. Et comme ce sont les accréditations, ça doit répondre à des règles, et notamment les règles, ce sont des stratégies qui sont tous les 5 ans. Ça fait un peu plein quinquennal pour les souvenirs de l'Union soviétique, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les accréditations, lorsqu'elles sont, on va dire, données ou redonnées, c'est pour 5 ans, la durée maximale. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, on va dire, peut faire sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si on regarde la stratégie de GEM depuis le départ, quelle est cette stratégie? Oh, elle est particulière. Lorsque GEM a été créé en 84 par la CCI, mais également par d'autres industriels, c'était pas pour créer une énième école. La première école, elle date de 19, c'est le SCP. Il y en avait déjà suffisamment. En revanche, il manquait quelque chose. Comment mieux réussir à faire travailler les étudiants et étudiantes qui sortent des écoles de commerce et les étudiantes et étudiants qui sortent des écoles d'ingénieurs? D'où cette idée du MTI, nouvelle en France. Elle existait déjà naturellement chez les Nord-Américains notamment, mais tout à fait nouvelle.
on va dire en France. Un, c'est pas de la différenciation par différenciation. Deux, il y a un alignement avec quoi? Avec le territoire, en parfait alignement avec l'écosystème, qui est déjà un écosystème, et encore aujourd'hui naturellement, de sciences, d'innovation, de technologie. Et puis trois, d'alliance, d'entrée de jeu avec Grenoble INP. Alors on pourrait continuer comme ça jusqu'à la création de Giant, où on retrouve cet alignement, où on retrouve effectivement cette alliance. Début des années 2010, allez, au mi-temps des années 2010, cette compréhension que nous ne sommes pas une grande école, comme il n'y a pas des grandes écoles en soi, ça ne veut pas dire grand-chose cette histoire-là. C'est pas un statut et on sera à vie une grande école. Non, il y a quelque chose de plus important. On peut par contre se montrer dans certaines occasions être une grande école. Et on comprend quelque chose, c'est que dès 2013-2014, on doit aller plus loin que notre mission, qui est la formation, qui est la recherche naturellement. Et on doit ambitionner de contribuer à répondre aux grands enjeux, aux grands défis du monde du XXIe siècle, défis et enjeux qui jusqu'à présent, on ne les appréhendait pas forcément, comme s'ils ne nous étaient pas directement adressés. C'est déjà la crise migratoire, c'est déjà le réchauffement climatique, c'est déjà le bien vivre ensemble, ce sont déjà des questions d'égalité entre les personnes. Alors on va s'engager sur cette piste-là, et l'ancien plan stratégique, c'est quoi? Eh bien, c'est d'évoluer d'une business school à une school for business. Et on va aller plus loin. On va dire à ce moment-là, lorsqu'on annonce ce plan stratégique, on va vous dire pour les écoles quelle va être la prochaine étape, et nous, naturellement, nous allons la franchir. C'est un engagement public pour des causes. Et nous allons définir 5 grandes causes. La première, c'est l'éthique et l'intégrité. Naturellement, des collaboratrices et des collaborateurs, mais aussi des étudiantes et des étudiants, et je pourrais revenir, ça c'est le soubassement ou le fondement. S'il n'y a pas ça, vous pouvez me mettre tout le reste à la poubelle des grandes écoles, que ce soit du management ou d'ingénieurs. Si on ne travaille pas sur l'éthique et l'intégrité des étudiantes et des étudiants, alors on manque à notre devoir. Si les grandes écoles n'avaient qu'une fonction, ce serait déjà de commencer par ça. Deuxième grande cause, j'en ai parlé très rapidement, c'est l'égalité entre les personnes et naturellement l'égalité professionnelle entre les femmes et puis les hommes. Troisième grande cause, c'est l'accès à l'éducation pour toutes et tous. Quatrième grande cause, c'est la paix économique. Et cinquième grande cause, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous allons être servis par deux choses. Été 2015, l'ONU va définir 17 objectifs de développement durable et nous allons raccrocher ces 5 causes à quelques-uns des 17 objectifs. En fait, ces 5 causes vont courir à 9. Et on va être servi également par quoi? Par l'évolution des mentalités, l'évolution de la législation, c'est la loi Pacte, qui oblige les entreprises à prendre en compte, au-delà de leur mission, les impacts incidences sociales, écologiques. Et il nous est dit, par la loi Pacte, grâce à la modification du Code civil, du Code du commerce, que si en plus vous êtes déjà engagé sur des causes, vous pouvez devenir société à mission. Et être devenu société à mission, c'est ce qui marque la fin du dernier plan stratégique et l'ouverture à ce plan stratégique qui arrive. Traduction de la stratégie aujourd'hui, être un business lab for society, véritable R&D pour l'enseignement et les pratiques de management dans le monde. C'est cela notre ambition. Pour y arriver, avec le travail collectif qui a été fait, avec l'ensemble des parties prenantes, nous avons défini 4 grands projets. Le premier projet, je vous ai dit, c'était la fin du plan stratégique, mais évidemment, ça ouvre à ce plan stratégique, c'est tout ce qui est société à mission, et on va le décliner tout à l'heure. Ça, c'est Anne-Laure Oudinot. Le deuxième grand projet, c'est ce qu'on a appelé le Team Live Academy. C'est Sylvie Blanco qui va vous en parler. Troisième grand projet, le GEM Digital Twin, ça c'est Jean-Philippe Renard. Et puis le quatrième, c'est une internationalisation plus engagée, plus responsable. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous remercie encore d'être présente et présent. C'est évidemment extrêmement important pour nous toutes et nous tous. Et puis, je donne tout de suite la parole à Anne-Laure Oudinot, dont la fonction au sein de GEM est d'être directrice de la qualité, tout ce qui est marque, notamment qualité, non, communication, même s'il y a de la qualité dans la communication et marque. Voilà, c'est à toi, Anne-Laure. Est-ce que vous m'entendez?
je suis en direct de mon bureau à Grenoble. Hélène, c'est bon, vous m'entendez ou pas? Oui, 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 oui. Bon, super. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vois des noms qui s'affichent que je connais bien. C'est un plaisir. Donc, moi, je suis en direct de mon bureau. C'était pour vous montrer un petit peu ces fameuses salles GEM iFlex. Le groupe est à GEM Labs. Moi, je suis dans mon bureau. Vous êtes dans, dans vos maisons ou bureaux et ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Donc, l'idée aujourd'hui, je suis là pour vous présenter GEM Société à Mission. Pourquoi est-ce qu'on est devenu Société à Mission? Pour commencer, il est vraiment important de souligner que cette action s'inscrit dans la continuité de ce que GEM a mis en œuvre vraiment sur tout ce qui est les axes sustainability depuis 2009. Nous étions déjà, comme Loïc l'a expliqué, une des premières écoles en France à s'emparer de ces sujets-là. On en a moins parlé, effectivement, mais c'est vrai que depuis 2009, il y avait énormément de choses qui étaient mises en place et on a commencé à l'intégrer vraiment dans nos activités. Donc aujourd'hui, en 2021, cette démarche est vraiment extrêmement ancrée dans l'école et elle est portée par plusieurs instances. Donc la première instance, c'est la direction qualité, cette fameuse direction qualité, qui a un pôle sustainability avec deux personnes. Mais également, on a depuis plusieurs années un comité sustainability dans lequel il y a plus d'une centaine de personnes, collaborateurs, collaboratrices, étudiantes, étudiants, qui travaillent de manière transverse sur toutes les dimensions de développement durable, sustainability, etc., en mode groupe projet. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la société à mission, on n'en avait pas besoin pour montrer qu'on était une école engagée, puisqu'on l'était déjà. Mais c'est vrai qu'en février, on a souhaité franchir un nouveau cap et de devenir donc une société à mission. Ça veut dire changer non pas de statut, on n'a pas changé de forme juridique. Par contre, on a rajouté une qualité à nos statuts qui est la qualité de société à mission. L'idée, c'était de faire connaître à toutes nos parties prenantes, dont vous, nos alumni, notre sérieux, notre volonté de faire la différence dans le monde des grandes écoles et surtout d'en faire un véritable fil rouge de notre stratégie. L'idée, c'est que nous souhaitions porter cet engagement vers la société aussi à un autre niveau, d'une certaine manière être redevable, en tout cas nous soumettre volontairement à un cadre précis pour apprécier notre niveau en termes de responsabilité. Donc ce cadre, Loïc l'a dit, c'est celui de la loi Pacte de 2019 et c'est surtout une formidable occasion pour nous de formaliser encore plus notre démarche pour qu'il y ait de la cohérence entre notre philosophie, nos actions et nos résultats. C'est une occasion unique aussi de fédérer tous nos publics autour d'un sujet. Et en plus de tous les gens qui vont travailler en interne, les 100 personnes dont je vous ai déjà parlé, on va constituer un comité d'impact. Toutes les sociétés à mission ont un comité d'impact qui sera composé de personnes internes et externes. Alors, c'est à peu près 80% d'internes et des Français et des internationaux. 80% d'externes, pardon, des Français et des internationaux. Et ce comité, il va avoir un président. Et on est heureux de vous annoncer qu'on a choisi une personnalité marquante de GEM et emblématique pour les diplômés. Ce sera Olivier Blum, qui est diplômé 93 du PGE, qui est aujourd'hui Chief Strategy and Sustainability Officer pour Schneider Electric. Schneider qui a été reconnu comme une des entreprises les plus durables au monde selon un classement qui s'appelle Corporate Knights. Donc, ce comité va suivre nos avancées, il produira un rapport annuel et après, c'est un peu technique, mais tous les 18 mois, il va y avoir un organisme tiers qui est indépendant qui viendra nous auditer. Donc, cet engagement, comme vous pouvez le voir, c'est un engagement de taille et on s'engage vraiment. Donc, si maintenant on passe sur la slide, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on y est allé, pour devenir société à mission, en fait, on devait déclarer une raison d'être. Cette raison d'être, vous la voyez, elle est inscrite ici, apporter des réponses par la formation et la recherche aux grands défis de la transition écologique, sociétale et économique et contribuer à un monde plus résilient, plus juste, plus pacifique et responsable. Cette raison d'être donc est issue de la mission et de la vision qu'on avait déclarée dans notre plan stratégique GEM 2025. Donc c'est quelque chose qui était déjà ancré chez nous. Elle a été validée il y a un peu plus d'un mois par notre conseil d'administration. Et puis, il y a un certain nombre d'objectifs. Quand on devient société à mission, on déclare des objectifs. Loïc vous en a parlé. Nous avions 5 causes qui étaient alignées sur les objectifs de développement durable, qu'on avait déjà inscrit dans un document qui avait été produit par ce fameux comité de sustainability d'une centaine de personnes.
Donc, on a repris ces 5 causes et Loïc vous les a décrites tout à l'heure et vous les voyez à l'écran. On a également commencé à poser des indicateurs ambitieux, des actions fortes aussi sur ces engagements, une neutralité carbone pour GEM en 2030, une intensification de tout ce qui est action autour du concours post-bac diversité, sachant qu'on a été une des premières écoles en France à avoir un concours post-bac diversité. Faciliter l'accès à des formations pour tous les publics exposés. On a déjà beaucoup de choses autour des populations réfugiées, des femmes des quartiers prioritaires de la ville, autour du handicap. C'est aussi la création d'un fonds de solidarité, des nouveaux modules, des nouvelles formations, et puis l'atteinte de 100 points sur l'index égalité hommes-femmes. Donc, ces quelques exemples illustrent quand même parfaitement l'aventure collective qu'on est en train de vivre, qu'on a commencé depuis un certain nombre d'années, vous l'avez compris, qui est parfaitement aligné avec ce que l'on veut faire globalement dans la stratégie. Et là, on a besoin de vous, toute la communauté alumni, on a besoin de vous pour nous soutenir, pour comprendre ce que l'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait, pour nous accompagner et puis pour participer avec nous à cette aventure. Merci. Merci Anne-Laure. Et nous allons passer la parole maintenant sur le projet Team Live à Sylvie. Sylvie qui est avec nous sur le plateau 009. Sylvie, c'est à toi. Bonjour à tous, donc ravie aussi d'être ici. Alors certains d'entre vous m'ont connue en tant que prof en management des systèmes d'information, alors ensuite en management de l'innovation. Aujourd'hui, je suis directrice innovation et j'ai fondé le campus GEM Labs. Et je vais vous présenter donc le projet Team Live Academy que nous avons élaboré évidemment de manière collective, en particulier avec Federico Pini, qui est doyen du corps professoral, Charles Clemens Ruling, directeur de la recherche, et on peut citer aussi Armelle Godner, directrice de la pédagogie. Alors, Team Live Academy, l'enjeu, c'est bien un enjeu de leadership, leadership MTI, qui fait la marque de GEM et qui va continuer à faire la marque de GEM. Il s'agit bien de nous appuyer sur notre identité historique et continuer à nous développer dans des directions qui sont à la fois pertinentes et utiles pour toutes nos parties prenantes, dont vous faites partie, bien évidemment. Alors, sur le MTI, nous sommes dans une phase de renouvellement marquée par un changement de terminologie, un changement de nom. On parlait de MTI, maintenant nous allons parler de Team Live. Team, c'est la marque internationale du MTI, tout le monde l'appelle Team. Live, c'est notre axe de différenciation. Donc, on va du MTI au Team Live et on en fait une académie. Alors, le monde change significativement, Loïc l'a dit, il pose un certain nombre de dilemmes et de nouvelles questions. Et parmi ces nouvelles questions, certaines nous animent comme certains défis comme le digital durable. On a une expansion, une explosion du digital et de nouveaux services à base de données, et de nos données notamment personnelles. Et on se pose un certain nombre de questions, dont des questions éthiques, comme l'a mentionné Loïc, des questions d'intégrité et puis bien d'autres questions. Donc nous avons engagé la réflexion sur un nouveau MTI qui puisse adresser ces nouvelles problématiques et ce type de dilemme entre une explosion de certaines technologies comme le digital et la nécessité de l'impact durable. Ce renouvellement, ce n'est pas nouveau, nous le travaillons fortement depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans très très fortement, en focalisant nos efforts sur le triangle technologie, innovation, société, en créant un campus GEM Labs très orienté vers l'expérientiel, vers l'immersion, et puis aujourd'hui en changeant de nom et en passant du MTI au Team Live. Live marque bien l'idée d'une approche vivante, d'une approche évolutive des pratiques d'innovation qui sera co-construite avec nos parties prenantes, en particulier toutes nos parties prenantes qui sont en prise directe avec la réalité des transitions, des questions que cela pose, des dilemmes et des nouvelles compétences qu'on se doit de développer au bon rythme et à la bonne vitesse. Donc l'idée est dans cette Team Live Academy que toutes les parties prenantes et tout un chacun ne cesse d'apprendre de ces nouvelles expériences au fil de l'eau en apportant en tant qu'école la rigueur académique. Alors je vais entrer dans du concret. Notre ambition, elle est très clairement recentrée
sur l'humain et sur des managers qui ont un rôle et une responsabilité à jouer dans ces transitions. Et nous on doit permettre à ces transitions et à ces personnes-là de bien les réaliser. Donc, on est centré sur ce que l'on a appelé des talents créateurs d'un futur durable, des personnes dans des organisations qui sont aptes à mobiliser la technologie et l'innovation de manière raisonnée. Et non plus uniquement, comme on l'a fait et comme beaucoup continuent à le faire, mobiliser la technologie et l'innovation pour créer des nouveaux business. Ça compte toujours, mais il y a une dimension supplémentaire. Si on prend par exemple, on est bien dans une salle iFlex pour prendre cet exemple, des caméras. Dans les caméras, on peut mettre par exemple des fonctionnalités de reconnaissance faciale et ça se développe à tout va dans le retail, dans la sécurité, dans l'assurance, etc. Et puis ça se développe aussi bien sûr dans l'éducation. Et on pourrait très bien ici utiliser la reconnaissance faciale en cours pour suivre l'attention de nos étudiants et puis en faire, vous imaginez, tout un tas de choses. Et le MTI traditionnel pousse cette approche. Le Team Live se pose quand même quelques questions, notamment si vous imaginez déployer ces approches-là à grande échelle, monitorer l'attention des étudiants en continu. Alors oui, on peut se poser de vraies questions sur la possibilité de s'approprier de manière raisonnable ce genre de technologie. Donc notre point dans cet exemple est bien de dire on va passer d'un MTI uniquement business oriented à un Team Live qui prenne en compte des dimensions d'impact, de valeur et d'engagement pour faire en sorte que l'appropriation de ces technologies, de cette innovation soit en phase avec nos valeurs et nos ressources. Donc, nous nous attachons à converger avec l'ensemble de nos parties prenantes pour avoir des enjeux communs et en cela, vos préoccupations nous intéressent car elles constituent les vrais défis qu'il nous faut adresser avec nos étudiants et avec vous. Donc, pour contribuer à ces enjeux, nous avons 3 lignes directrices de renouvellement, en particulier pour les bénéfices de nos étudiants. Donc, vous retrouverez les bénéfices qui sont affichés sur le slide à travers ces 3 lignes. La première, c'est de pouvoir s'immerger dans des univers inspirants, qui sont des univers physiques et virtuels, authentiques et futuristes. C'est en même temps pouvoir vivre des rêves et des cauchemars, en fait, vivre des émotions, source d'apprentissage. On a commencé, certains d'entre vous ont sans doute vu nos business labs, notre shop connecté, notre food store, etc., etc. La seconde ligne directrice, c'est de savoir jouer et faire jouer des rôles pour comprendre l'impact de ces technologies, l'impact de l'innovation. C'est pouvoir jouer avec, c'est-à-dire s'autoriser des comportements décalés, tester des solutions possiblement inacceptables, sauf dans des environnements de test, pour mieux comprendre ce qui nous attend. Et puis la troisième ligne directrice, c'est le passage à l'action. Et finalement, pour que tout un chacun, en tant que manager, en tant que citoyen, nous passions à l'action, on va tout faire pour stimuler des rêves qui vont nous permettre d'engager massivement nos communautés et en communauté de défis. Sans quoi tout ce que nous allons faire ne resterait que discours et belles intentions, et ce n'est pas notre intention. Pour faire cela, nous nous appuyons sur toutes nos forces, nos équipes, nos partenaires, la pédagogie, en particulier l'ingénierie expérientielle, nos espaces, à petite échelle, nos labs, et puis on va les déployer. Et évidemment, toutes nos communautés dont vous faites partie, nos communautés d'apprenants, puisque un apprenant dans la Team Live Academy est un apprenant dès lors qu'on y entre pour toute la vie, à la fois pour partager ses expériences, ses défis, ce qu'il aime, mais aussi pour se ressourcer. Donc, comme le dit Federico Pini, notre doyen, cet espace de la Team Live Academy, c'est notre ambition commune, à vous et à nous, c'est notre nouveau terrain de jeu, d'expression et de création. Voilà, j'en ai fini avec la Team Live Academy. Merci, on a pu voir en direct l'efficacité d'Eline récupérer les caméras qui jouent un petit peu avec nos nerfs ce matin. Notre prochain intervenant est lui aussi à distance.
qui respecte les consignes sanitaires depuis son bureau. C'est Jean-Philippe Renard qui va nous parler du GEM Digital Twin. Merci. Je pense que vous m'entendez, je peux y aller? Oui. Bien, le campus virtuel. Alors, la question qui est posée d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que ce campus virtuel? Vous connaissez tous ces jeux vidéo massivement multijoueurs au sein desquels on simule des environnements plus ou moins complexes et au sein desquels les joueurs peuvent à la fois interagir avec l'environnement et interagir entre eux. Le campus virtuel, c'est rien d'autre que la transposition d'un environnement académique dans l'un de ces mondes virtuels. En soi, ça n'a rien d'original. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être participé à l'expérience qu'on avait menée avec Marc Imbert il y a une dizaine d'années sur Second Life. Le campus virtuel, ce n'est pas en soi quelque chose de totalement novateur. Alors pourquoi y passer maintenant? Pourquoi accorder une telle importance à ce projet maintenant? Pour plusieurs raisons, j'y viendrai, mais il y en a une qui est à la base de tout. C'est que désormais, la technologie a franchi un seuil, désormais, la technologie est mûre. On a la possibilité technique d'offrir une expérience nouvelle où même s'ils sont en ligne, les étudiants pourront se sentir pleinement partie prenante de l'aventure sociale, mais aussi de l'aventure intellectuelle qu'on doit leur offrir. Alors pourquoi on lance ça? D'abord, il y a les impératifs stratégiques que Loïc a évoqués et sur lesquels je vais parvenir, mais il y a aussi tout un ensemble d'autres raisons. Je vais m'arrêter sur deux raisons principales, ou deux grands types de raisons principales. Les premières, ce sont les motifs pédagogiques. Vous savez, même si vous n'étiez plus à l'école et que vous étiez au travail, vous savez qu'on a tous dû basculer extrêmement rapidement, il y a un an maintenant, puisque c'était en avril l'an dernier, à l'enseignement en ligne. On s'est rendu compte que ça marchait finalement pas trop mal. Ça n'a pas été facile, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits par les profs, par l'école, par les étudiants, mais globalement, on a quand même réussi à s'en sortir à peu près. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte de transmettre le savoir technique que l'on devait transmettre à nos étudiants en ligne. Mais quand on a fait ça, on a aussi vu les limites de cette démarche. C'est-à-dire que, et ça vaut en particulier pour les plus jeunes de nos étudiants, quand on a fait ça, parce qu'on n'avait pas le choix, bien évidemment, on a totalement sacrifié, bien évidemment, l'expérience sociale, l'expérience de vie d'étudiant, l'expérience de vie de campus, qui est si importante. Pourquoi c'est important? Je vous rappelle ce que c'est qu'un campus. Un campus, c'est évidemment un lieu d'apprentissage des savoirs techniques, etc. C'est son rôle principal. Mais un campus, c'est aussi un lieu d'échange, c'est un lieu d'interaction. C'est un lieu où on découvre l'autre. C'est pour les plus jeunes un lieu où on apprend les codes. C'est un lieu où on construit son réseau. Et c'est aussi un lieu de détente et un lieu de convivialité. On pourrait penser que c'est quelque chose d'anecdotique, puisque, ma foi, on est une école et ce que l'on doit transmettre, ce sont des savoirs techniques. C'est tout à fait faux. Alors, en l'occurrence, vous qui êtes pour beaucoup des anciens du PGE en particulier, vous le savez, la partie apprentissage des codes, la partie réseau, la partie socialisation est aussi importante dans certains cas que la partie apprentissage technique. Il y a un autre point au niveau pédagogique qui est important. On s'est rendu compte depuis quelques mois, on s'est rendu compte que nos étudiants avaient énormément de mal à rester concentrés. Bien comprendre qu'ils sont à distance depuis plusieurs mois, ils travaillent depuis leur chambre, ils ne sont pas dans un état d'esprit d'apprentissage. Si vous voulez apprendre, si vous voulez intégrer l'apprentissage, alors vous devez être dans un état d'esprit qui est ouvert en fait à l'appropriation du savoir. Et l'échange social, la participation à une aventure sociale fait partie intégrante de cet état d'esprit. Donc le campus virtuel, il a pour objet, même si l'on est à distance, de tenter de reconstruire cet environnement social qui est si important à la fois pour s'intégrer dans les entreprises et dans le corps social une fois qu'on sera sorti, mais aussi pour avoir l'état d'esprit correspondant à une dynamique d'apprentissage. Le deuxième type de raisons, ce sont évidemment les motifs commerciaux. J'aime a la chance d'avoir déjà de l'avance sur l'apprentissage en ligne, mais il est évident qu'on doit passer à une étape supplémentaire. L'apprentissage en ligne est quelque chose qui, par définition, va se développer rapidement dans les années à venir. Il est essentiel que GEM soit présent. Il est essentiel que GEM marque son savoir-faire et marque sa différence dans ce domaine. Alors, ça veut dire évidemment
qu'on va pouvoir enrichir les programmes existants en présentiel, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir développer une offre spécifique pour les execs, une offre totalement en ligne, évidemment, une offre spécifique pour les internationaux. On va pouvoir avoir des outils enfin des formations qui mélangeront à la fois du virtuel et du physique. On doit faire en sorte d'être maintenant présent sur cet environnement complet que constitue en fait à la fois l'environnement physique et l'environnement virtuel. Comment faire ça? Alors j'ai assez peu de temps, donc je vais aller relativement vite. Le principe, c'est tout simplement de construire une interface générale à l'ensemble de nos campus. Il s'agit de construire un endroit où chaque étudiant, quel qu'il soit, pourra avoir une vie de campus. Un endroit où tout étudiant pourra interagir, travailler, discuter avec n'importe quel autre étudiant, quel qu'il soit sur un campus virtuel ou qu'il soit sur un campus physique. Et là, j'insiste, nous devons nous différencier des pure players. Il est essentiel que l'on intègre le physique et le virtuel. Il est essentiel que l'on tire avantage aussi de nos installations physiques. On n'est pas Open Classroom, on n'a pas les moyens financiers ou les moyens techniques même d'Open Classroom. Par contre, on a des salles iFlex. Par contre, on a des équipements EdTech que on pourra aussi mettre à disposition des étudiants qui seront à distance. Donc, il s'agit bien de créer un endroit où chacun pourra bénéficier au mieux des avantages de nos installations physiques au-delà de nos installations strictement numériques. Il s'agit de créer un environnement où pour chaque étudiant, il sera naturel de passer d'un univers à un autre pour rester pleinement partie prenante de la vie de notre école, où qu'il soit dans le monde. En clair et en bref, il s'agit de faire une sorte de campus global où tous nos apprenants, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, pourront bénéficier au mieux de nos savoir-faire et de nos apports techniques comme de nos apports sociaux. Il est évident qu'un tel campus que les alumni ont leur place dans un tel campus, et j'espère bien, d'ici quelques temps, parce que c'est un projet de long terme, pouvoir vous y accueillir. Merci beaucoup. Notre intervenant suivant va nous parler d'international, Jean-François Fiorina. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis en direct de la salle iFlex. Ravi de vous retrouver et je vous espère bien évidemment en pleine forme. Dernier gros projet que nous développons, l'international. Alors, peut-être pour également faire le lien avec ce qu'évoquait Loïc dans son introduction, l'international a toujours été un point fort de l'école, voulu déjà par les fondateurs en 84. Mais force est de constater que nous devons avoir de nouvelles approches, de nouveaux modèles, et que le Covid, en fait, n'a fait qu'accélérer toute cette réflexion que nous avions par rapport à cette internationale. Alors, dans cette réflexion, il y a la dimension géopolitique, ça y est, je l'ai cité, mais avec les basculements sur l'Asie, les nouvelles attentes des étudiants par rapport à certains d'entre vous, nos étudiants à l'heure actuelle, ont déjà voyagé, ont déjà des expériences internationales et donc ils attendent d'autres choses. Également les nouvelles attentes des entreprises par rapport à cette dimension internationale. Puis on a également, et là également, vous voyez bien ce lien logique et cohérent dans ce plan stratégique, une réflexion quant à l'environnement, puisque nous sommes dans le monde des business schools, dans un monde avec énormément de déplacements en permanence. Donc, fort de tout ça, on s'aperçoit que les cartes de la mondialisation de l'enseignement supérieur sont en train d'être battues. Je pourrais également rajouter le Covid qui a rajouté, le Brexit qui a rajouté une autre dimension. Par rapport à tout ça, qu'avons-nous décidé? Trois éléments et 3 engagements. Le premier, c'est bien évidemment de renforcer la dimension internationale de GEM. Nous sommes une école internationale ancrée dans son territoire, mais globale. Ce fameux vocable dont vous avez peut-être entendu parler dans des cours ou ensuite local s'applique parfaitement à GEM, ancrée dans son territoire, mais vers l'international. Le deuxième, c'est l'expérience internationale est obligatoire. Et il faut que nous allions beaucoup plus loin dans ce que nous proposons aux étudiants. Et le dernier point, qui est une grande nouveauté quand on regarde par rapport au plan stratégique de nos concurrents, c'est dans toute action internationale d'avoir toujours comme critère d'évaluation cette dimension environnement.
Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les étudiants du programme Grande École vont avoir plus de parcours transcontinentaux. Alors, qu'est-ce qu'un parcours transcontinental? C'est simple, c'est un parcours en deuxième année ou en troisième année du PGE, dans lesquels les étudiants partent chez un partenaire. Ils ont la moitié des cours qui relèvent de GEM, l'autre moitié des cours qui relèvent du partenaire. Pour l'instant, nous en avons à Pékin, à New York, à Pace University en matière de finance, à George Washington pour la dimension géopolitique, à Bangkok pour le développement durable, et puis à Cambridge pour le commerce international, international business. On souhaite aller beaucoup plus loin avec des parcours thématiques. Et le premier que nous allons ouvrir et proposer aux étudiants dès 2022, vous le voyez, est un parcours route de la soie, parce que de toute façon, il est indispensable que les étudiants soient au cœur de ce qui est en train de se passer. Autre réalisation, c'est l'ouverture ou le développement de nos programmes sur nos campus, bien évidemment, si ça correspond à une attente avec des besoins d'entreprise. Et donc, on va le faire avec le MSC Fashion Design Luxe à Singapour et le BIP dans les 2 ou 3 années qui arrivent. D'autres parcours transcontinentaux, Afrique du Sud, Asie du Sud, Scandinavie, mais toujours avec cette logique partenaire de référence et une thématique. Ça va être de développer tout ce qui est géopolitique avec un double diplôme en post-bac +5 qui permettra de faire un continuum entre le lycée, où on s'aperçoit que cette spécialisation géopolitique est de plus en plus choisie par tous les bons étudiants. Ça va être d'avoir des parcours dans l'école géopolitique. On avait jusqu'à présent le double diplôme avec l'IRIS. On va l'étendre avec d'autres instituts, Sciences Po notamment, et des parcours en première année. Ça va être aussi le fait que tous les étudiants puissent avoir un certificat de géopolitique qui atteste bien de leurs compétences dans « je comprends le monde et je suis capable de prendre les bonnes décisions ». Dans nos autres réalisations qui ne figurent pas là, mais qui ont été évoquées, c'est de créer une alliance internationale avec 10 autres écosystèmes d'innovation. Alors, il y en a une trentaine qui comptent dans le monde, bien évidemment la Silicon Valley, tout autour de Boston, d'Austin aux États-Unis, de Vancouver au Canada, Guadalajara au Mexique, Milan en Europe, Cambridge également, Tampere en Finlande. Si je continue un peu ce tour du monde de ces écosystèmes, il y en a d'autres comme au Japon, en Chine, Singapour bien évidemment. Et l'objectif est d'avoir une alliance internationale dans laquelle on pourra mettre tous ces éléments de la recherche, de la mobilité de profs, de la mobilité d'étudiants, et puis avec des modèles dans lesquels les étudiants pourront aller en immersion et réaliser des missions pour le compte des étudiants, pour le compte d'entreprises. Autre réalisation, c'est une forte campagne à l'international, et c'est là où on compte encore plus sur nos anciens pour se faire le relais de ce qui est GEM et bien montrer que nous sommes véritablement une école d'identité autour de cet aspect de la technologie et puis de son évolution avec Teamlab. Puis le dernier point, encore une fois, pour que ça soit donc totalement cohérent, c'est la réduction de notre empreinte carbone. Je vous l'ai dit, on ne veut pas se fixer de quotas parce que ça ne sert absolument à rien. Quoi qu'il en soit, pour l'ensemble de nos activités internationales, qu'elles soient de programmes, de mobilité, de recherche, de participation à des colloques ou d'autres activités, de se dire, oui, à chaque fois, il faudra qu'on ait un petit peu cet aspect en tête quand on choisit. Vous le voyez sur cette slide, un investissement conséquent, 10 millions d'euros, qui montre bien notre engagement dans l'international, parce que il va falloir du temps, recruter des profs, recruter des collaborateurs, pour développer un petit peu tous ces éléments. Mais bien évidemment, et ça a été dit, mais je le redis parce que c'est particulièrement important, cette internationalisation, comme l'ensemble des autres projets de toute façon, nous ne pouvons le faire qu'avec votre aide, votre engagement, et puis à la fois des conseils, des mises en relation,
parce que, comme je l'ai indiqué samedi dans le premier IGALA, et peut-être un petit clin d'œil à cette très belle manifestation samedi, se dire le principal actif d'une business school et de GEM en particulier, ce sont ces anciens, et donc on a besoin de nous. Allez, à très très bientôt en physique ou sur les réseaux sociaux ou d'autres éléments. Merci beaucoup Jean-François. Et notre dernier intervenant sera François Leccia qui vient au pupitre. Et voilà, merci la SciAFlex, c'est quand même formidable. Voilà. Bonjour, merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et le temps étant compté pour vous aussi dans la présentation, je vais aller à l'essentiel de ce qui m'appartient de dire en forme de conclusion finalement, puisque les grands projets du plan stratégique ont été abordés. Juste pour faire un clin d'œil à la stratégie dans sa racine, c'est la mise en mouvement des armées, si je ne dis pas de bêtises étymologiquement, et dans nos rangs, sans faire de vilaines images, vous figurez. Jean-François l'a rappelé à l'instant, et c'est un élément fort, et je commencerai par ce point-là, qui est de dire, et vous l'aurez bien compris, que au-delà d'une simple présentation d'un plan stratégique, il y a dans l'événement que nous faisons ce matin une affirmation, et l'affirmation, c'est de la place que vous avez dans ce déploiement du plan stratégique. Jean-François l'a dit à l'instant très justement, vous êtes un actif, et cet actif-là, il faut l'arroser, il faut le faire vivre pleinement, et il nous appartient de le mettre en œuvre. Le deuxième point, pour avancer et arriver à cette synthèse, je dirais que il n'empêche que depuis 1984, la création de l'école, eh bien, le réseau Alumni a évolué et c'est bien normal puisque au final, nous sommes une jeune école. Loïc le rappelait, des écoles qui sont nées bien avant nous et qui ont su structurer ce réseau qui est fondamental pour chacune d'entre elles. Et donc, l'idée que je souhaite porter aujourd'hui en accompagnement de cette présentation, c'est de dire que, je pense que c'est vrai pour GEM d'ailleurs, comme pour d'autres écoles, qu'il y a nécessité à une forme d'aggiornamento, je dirais, de la relation aux alumni. Un aggiornamento, c'est pas simplement une mise à jour, c'est la capacité à se réinventer, à redéployer la relation avec notre écosystème, avec nos partenaires, parce que le monde que nous vivons au sein des écoles, mais au sein de l'ensemble des entreprises dans lesquelles vous évoluez, bien entendu, il est en pleine révolution. Et il appelle probablement à une accélération, à une intensification des relations. Et cela, c'est fondamental si on veut faire une projection, puisque nous sommes à 2025, à une projection positive sur les années qui arrivent. Pour ça, il faut que cet aggiornamento il se fasse également sans tabou. On a beaucoup parlé de la relation on pourrait nouer avec vous et le besoin que nous avons à cette relation. Moi, je voudrais ajouter une ligne à cela en disant qu'il nous appartient aussi d'être à vos côtés et de pouvoir pousser dans votre direction quand le choix est exprimé de votre côté, de votre part, que ce soit en termes évidemment de carrière, mais également en termes de business. Et que le réseau Alumni, qui est fondamental pour notre école, il ne deviendra jamais aussi puissant que lorsqu'on aura réussi, et c'est ce que nous cherchons à œuvrer aujourd'hui, et ce sur quoi nous accélérons le mouvement, en lien très étroit avec d'autres réseaux. Je crois que la force de Grenoble École de Management aujourd'hui, Loïc l'a dit, Sylvie l'a également exprimé dans le projet qu'elle porte, c'est ce lien à un écosystème très particulier que si nous arrivons, et nous en avons la volonté, donc nous allons y arriver, à donner cette accélération pour créer les synergies nécessaires, non seulement dans le réseau Alumni en lui-même, mais en lien avec l'ensemble de nos réseaux, alors nous aurons une force de frappe, et je reviens à la mauvaise analogie guerrière avec la stratégie, qui nous permettra d'être performants et de rester dans le top des écoles, ce qui est notre volonté également. Juste pour alimenter un peu la réflexion, et puis je n'irai pas plus loin, et pour vous laisser la parole, parce que maintenant c'est le moment pour le faire, on voit naître depuis très peu de temps finalement des réseaux alumni, non pas dans les écoles, mais dans les entreprises. ADECO l'a fait, SAP est en train de le constituer. Donc on voit qu'au-delà des écoles, ce que représente la puissance de personnes qui ont
qui ont eu un lien particulier dans un moment particulier qui est celui de l'apprentissage. Il est loin d'être neutre. Il est loin d'être neutre, évidemment, pour nous qui le vivons au quotidien. Il est loin d'être neutre pour les entreprises, les partenaires économiques qui, de plus en plus, s'inscrivent, tout comme nous, dans cette recherche, bien sûr, de la compétence, mais également de l'expression d'une portée qui dépasse finalement, je dirais, leur simple raison d'être économique. Donc, mon intervention, et je la clôturerai avant de vous laisser la parole sur ce point, c'est de vous donner rendez-vous très vite avec évidemment Isabelle et ses équipes, puisqu'elle est en charge de cela. Ma présence aujourd'hui s'explique aussi parce que le réseau Alumni, il est dans cette direction développement qui m'appartient de piloter, et ça aussi c'est un signe, je crois, important. C'est pas un canal fermé, c'est un canal ouvert, et qui nous appartient encore une fois d'ouvrir et d'accélérer pour construire avec vous non seulement le devenir de GEM, mais également le devenir de chacun et de chacune d'entre vous. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, François. Alors, c'est l'heure des questions et des réponses. Et c'est Karine qui était à la manœuvre sur cette question du chat. Et donc, Karine, est-ce que nous avons des questions? Oui, alors difficile de faire le tri et difficile de savoir qui pourra répondre. Donc, je vous propose d'en lire quelques-unes et puis je laisserai aux personnes qui sont concernées répondre. Pour commencer, 2 remarques concernant l'ouverture du capital. L'ouverture du capital de GEM, si elle se confirme, pourrait rentrer en conflit avec l'intérêt des étudiants, voir l'exemple de l'EM Lyon. Et la deuxième, ouverture du capital GEM, oui, mais quelle proportion par rapport à l'actionnaire SACI? Je vais répondre par rapport à cette question. Tout d'abord, et par rapport à Lyon, nous sommes dans un autre cadre, qui est le cadre de la loi Mandon, qui a été définie en 2015 et qui a été ouvert aux écoles au 1er janvier 2016. Et nous sommes exactement dans la situation d'HEC, exactement dans la situation de l'ESCP, exactement dans la situation de Toulouse. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les actionnaires ne pourront rentrer qu'à hauteur maximale de 49%. C'est-à-dire que l'actionnaire historique, parce qu'il a créé l'école, qui est la CCI, que ce soit la CCIP pour Paris ou la CCI de Grenoble en ce qui nous concerne, restera. Donc il n'y a aucune inquiétude par rapport à cela. Nous restons toujours à but non lucratif. Il n'empêche, tous les projets, la compétition internationale exige de forts investissements. Et donc, il faut trouver ces investisseurs. Ces investisseurs possibles sont au nombre de 5 grandes catégories. La première, et le 1 n'est pas mieux que le 5 et le 5 n'est pas moins bon que le 1. Le premier, c'est ce qu'on appelle les banques, et notamment autour de la BPI. Le deuxième investisseur, ça a été rappelé avec la force de l'écosystème, ce sont les industriels locaux. Troisième type d'investisseurs, ce que j'appellerais les plus institutionnels, ceux qui sont connus. Alors, je ne vais pas donner des noms, mais qui déjà ont mis pas mal d'argent dans un certain nombre d'écoles. Le quatrième, c'est vous. On peut, pourquoi ne pas imaginer un pool constitutif qui représenterait les diplômés de GEM. Et puis le cinquième, alors là c'est plutôt nous, c'est-à-dire là aussi un pool constitutif autour de ce qu'on appellerait les salariés de Grenoble École de Management. Donc, on ne perdra pas notre âme. L'investisseur, on le trouvera, ou les investisseurs, on les trouvera, car aujourd'hui, investir dans des écoles, c'est extraordinaire. Certes, la loi Mandon empêche qu'il y ait des dividendes chaque année, mais si simplement ils revendent à d'autres investisseurs leur part d'ici 4-5 ans, dire que c'est la culbute, c'est extrêmement en dessous de la réalité. Un certain nombre d'écoles ont été achetées X euros, ont été revendues 5 fois plus, et des écoles beaucoup plus petites, en l'occurrence, que Grenoble École de Management. Donc, investir dans l'éducation aujourd'hui, c'est quelque chose qui, effectivement, donne envie. Donc, toute la question maintenant, ça va être plutôt le choix, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait anodin. Et chaque partie, ça peut être avec, mais chaque partie en elle-même a effectivement un certain nombre d'avantages, peut-être un certain nombre de défauts aussi, ça sera examiné. Merci. Ensuite, j'avais une autre question. Quid de la formation, fondation GEM, comme la fondation HEC, pour financer notre croissance internationale et digitale après 2025? La réponse est sûrement du côté de François.
qui ne s'y attendait pas. Et heureusement qu'on ne s'attend pas à toutes les questions et heureusement que nous avons la richesse justement de ces intervenants. Aujourd'hui, le modèle de la fondation sur lequel nous sommes est orienté principalement sur le financement des chaires et également sur le financement des bourses d'études. Loïc a rappelé tout à l'heure que nous avions une ambition forte à ce niveau-là. C'est vrai que la question pourra être posée du déploiement de cette fondation à terme. Aujourd'hui, pour nous, c'est d'enrichir des bonnes personnes au sens des personnes qui ont un engagement fort et qui souhaitent s'engager fortement pour nous aider là-dedans. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit juste avant, mais ça fait précisément partie de l'accélération de nos réseaux. Et donc, effectivement, ces questions-là mériteront d'être posées rapidement de manière à accompagner le déploiement du projet qui vient d'être exposé. Merci François. Céline est de plus en plus habile avec la caméra. Voilà, on est... J'espère qu'ils n'ont pas le mal de mer. Quid de l'entrepreneuriat technologique dans le plan stratégique? Du coup, je pense qu'on a plus ou moins répondu à la question. On peut varier les plaisirs, là, peut-être Sylvie. Et alors, l'entrepreneuriat technologique fait partie, l'entrepreneuriat a toujours été très, très proche à GEM de l'innovation et grosso modo du MTI. À une époque, on a même appelé ça le MTIE pour rassurer et montrer qu'on pense bien à l'entrepreneuriat avec la technologie et l'innovation. C'est pas le seul entrepreneuriat, mais quand on parle d'entrepreneuriat technologique, il est très proche du MTI et donc il est totalement intégré dans le projet Team Live, cet entrepreneuriat technologique, avec, je le redis, nous, ce qui va nous animer en priorité, c'est d'avoir des talents entrepreneurs technologiques et on va rajouter durables. C'est-à-dire des entrepreneurs qui ne soient pas orientés uniquement vers le business, les profits et puis éventuellement partir dans les îles rapidement. Voilà. Donc on intègre l'entrepreneuriat technologique, on a cette volonté de renouveler aussi les approches autour des dispositifs comme les incubateurs, les accélérateurs, qui sont très très communs dans les entreprises, dans les écoles, dans tout un tas d'institutions, mais qui méritent aujourd'hui de passer, j'ai envie de dire, une étape, tout comme l'entrepreneuriat technologique nécessite aujourd'hui de nouvelles pratiques. On a tout un tas de questions, entre autres de notre écosystème, autour de cet entrepreneuriat, cette création d'activités technologiques innovantes durables. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir les adresser avec cet écosystème. On n'a pas les réponses, par contre, on a un certain nombre d'éléments, de briques et de blocs pour répondre, pour tester, pour expérimenter ces réponses en même temps qu'on les met en œuvre. Donc, c'est complètement intégré dans l'approche Team Live, que ce soit en termes de projets collaboratifs avec l'écosystème, de nouveaux programmes MTI et de dilemmes et de discussions qu'on aura dans notre esprit communauté d'apprentissage. Merci Sylvie. Il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, Isabelle, c'est que comme il y a beaucoup de questions et que le temps est très très court, ce qu'on peut proposer, c'est que les questions elles vont être répertoriées et on va les orienter vers les responsables de projet, mais pas seulement. Il y avait des questions, par exemple, sur la question des chaires par rapport de recherche. Je pense que le directeur de la recherche, comme Charles Clemens-Rolling, serait très heureux de pouvoir répondre, de façon à pouvoir vous donner effectivement les réponses, au moins des éléments de réponse à l'ensemble de vos questions. Jean-François l'a dit avec beaucoup de justesse, et ça rejoint finalement ce qu'est l'enseignement, c'est-à-dire apprendre, c'est aussi apprendre d'abord des autres, et donc c'est aussi apprendre de vous. Il y a tout un tas de bonnes idées certainement, ou par les interrogations qui nous seront extrêmement précieuses. Donc, ça me paraît être vraiment la bonne idée. On va répertorier toutes les questions qui sont restées en suspens. On va donc les intégrer dans un document et on vous partagera à vous et on le rajoutera pour tous ceux qui nous rejoindront en décalage dans le temps sur l'enregistrement, les réponses à toutes les questions. C'était vraiment... ceux qui auront eu plus de 14 de moyenne à l'examen final. Il y a un côté prof qui ressort tout le temps, c'est incroyable. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Demain, pour ceux qui ont encore envie d'explorer avec nous cette stratégie GEM 2025, on la refait en anglais pour la partie anglophone de notre réseau. À très bientôt. Bonne fin de journée.
Portez-vous bien. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.